Quels ont été les temps forts de cette dernière saison cynégétique? Quelle ne fut pas notre surprise, alors que nous avions déposé un dossier de demande d'agrément courant 2013 auprès du rectorat d'académie de Bordeaux, d'être contacté par l'inspection d'académie au mois de novembre dernier. Tout est ensuite allé très vite. Notre demande fut examinée par une commission le 3 décembre 2014 et acceptée par l'Éducation nationale. Nous recevions un agrément valide pour une durée de 5 ans qui nous permet dorénavant d'être référencés auprès des écoles du département et de déposer un dossier auprès du Conseil général afin d'être référencés dans les collèges. Mais nous avions également pris la décision de contacter tous les maires pour proposer nos animations dans le cadre de la nouvelle réforme des temps périscolaires. C'est ainsi que nous sommes allés faire des animations auprès des enfants depuis la rentrée scolaire de septembre 2014 dans les communes de Basse-Lac, Castaner, Biron, Asquin, Asson, Gers, Malaussade, au total dans une 50aine de communes, grâce à l'implication de David Delmas, maintenant salarié de la Fédération des chasseurs, en qualité d'éducateur en environnement. Les procédures Natura 2000, qui avaient pris beaucoup de retard sur notre département, se sont accélérées. Et nous avons été présents sur plusieurs fronts en même temps, là où les intérêts cynégétiques l'exigeaient. À Asquin, pour le massif de la Rude, à Sarre, pour le site Natura 2000 du col de l'Isarieta, à Saint-Jean-Pied-de-Port, aux Aldunes, dans les vallées béarnaises, dans les Barthes de la Dour, dans le massif des Arbailles et de Haute-Soule, le Mont d'Arin à Espelette, la Nive et Nivelles, le Saison, le Gave de Pau, le Gave d'Oleron, le Marais de la Bastide de Villefranche, le barrage d'Artix et les Saligues. À Sarre par exemple, où il était question de perturbations importantes du fait de la chasse et d'un couloir migratoire à protéger, à Saint-Jean-Pied-de-Port, où l'inévitable question de la chasse qui vient déranger les couples nicheurs de gypaètes barbus était bien sûr au centre des débats. Des sujets à chaque fois polémiques, difficiles, que nous avons réussi à désamorcer grâce à la compétence de nos équipes et à la bonne complémentarité avec nos chasseurs. Nous avons été satisfaits de pouvoir également évoluer sur l'épineux dossier de la réglementation de la chasse dans le massif montagnard, dossier qui connaît depuis l'incident avec l'ours cannelle des contraintes fortes. Grâce à la perspicacité du GIC Montagne, de la Fédération des chasseurs et de nos équipes professionnelles, sous la conduite de monsieur le sous-préfet d'Oleron et de ses services, un dialogue a pu être établi avec le FIEP et la CEPANSO qui ont accepté de lever certains verrous. Nous avons pu ainsi modifier les limites du massif montagnard, libéraliser la chasse du sanglier dans des zones à enjeu pastoral et permettre l'ouverture de la chasse du cerf en zone de plaine. Toujours sous la conduite de monsieur le sous-préfet d'Oleron, des négociations ont repris avec la DREAL Aquitaine et la LPO Pyrénées Vivantes en charge du plan national de préservation du gypaète barbu pour les Pyrénées afin de tenter de négocier un protocole d'accord départemental et de faire accepter une chasse respectueuse de la préservation de ces oiseaux protégés dans nos territoires de montagne basque et béarnais. Un dossier ô combien complexe qui mobilise services administratifs et techniques de la Fédération des chasseurs avec la collaboration active du docteur Mathieu Boss, spécialiste en écologie appliquée, qui doit publier pour le très prochain colloque d'écologie comportementaliste un article scientifique sur les interférences entre les activités anthropiques, dont la chasse et la reproduction du gypaète barbu. Une première, mais ces négociations semblent d'ores et déjà avortées, car la LPO vient de relancer une machine judiciaire contre les chasseurs de Saint-Jean-Pied-de-Port, appelés devant la cour d'appel de Pau le 9 avril. A noter tout de même que la CEPANSO s'est retirée de cette procédure. Toujours sous l'égide de monsieur le sous-préfet d'Oleron, se sont tenues plusieurs réunions de travail pour décliner la stratégie nationale en faveur du grand tétras. Ont été ciblés les territoires à enjeu, les habitats favorables au grand tétras et les facteurs permettant d'améliorer l'attractivité de ces territoires. Le GIC Montagne et nos services techniques travaillant sur ces questions bien avant l'adoption par le ministère de l'écologie de cette stratégie nationale en faveur du grand tétras ont pu ainsi faire partager tous les aménagements déjà réalisés. Ouverture de milieux en montagne, visualisation de câbles dans les stations d'altitude, visualisation des clôtures en estive et autres intervenants réunis, administration, FIEP, CEPANSO. Un travail qui devrait déboucher cette fois sur de nouvelles propositions d'aménagement concertées, en particulier
avec les représentants du monde agricole et pastoral, tout cela évidemment si les financements le permettent. Pour la saison 2014, la Fédération des chasseurs n'a pas souhaité demander de prélèvement car l'indice de reproduction n'était pas bon, inférieur à 1 jeune par poule. Il en était de même de l'indice de reproduction du grand tétras à l'échelle du massif pyrénéen. Seulement 56 perdrix grises ont été prélevées par 34 chasseurs sur 12 territoires de chasse différents pour une attribution de 3 perdrix par chasseur sur le département. Quelle satisfaction! Également car Jean-Michel Axolabert, président de la Chambre d'agriculture et son équipe, nous donnait une réponse favorable au projet de renforcement du mouflon dans le massif de l'Estibette sur les communes d'Asson, Arthès-d'Asson et Bruges. Ont été ainsi gommées plusieurs années de tergiversation entre les représentants agricoles locaux et les chasseurs lorsque le 6 octobre dernier, le président de la Chambre d'agriculture, que nous remercions tout particulièrement, a réuni en soirée à la mairie d'Arthès-d'Asson éleveurs, chasseurs et maires. Cette opération de renforcement va pouvoir dorénavant débuter sur un massif déjà colonisé par une quarantaine de mouflons en provenance des Hautes-Pyrénées, où il était déjà chassé en plan de chasse. Après plusieurs réflexions et hésitations, c'est finalement de Prades et des Angles dans les Pyrénées-Orientales que ces mouflons d'origine corse et sarde vont nous parvenir. Comme nous l'avions préconisé lorsque nous avons rédigé le schéma départemental de gestion cynégétique, nous proposerons à l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juin à Salis de Béarn un plan de gestion pour le développement et la chasse du lièvre sur notre département. Des attributions de prélèvement raisonnées si les populations présentes le permettent, des mises en réserve de territoires favorables, des lâchers à éviter, sauf exception, et une régulation du renard à soutenir, voici quelques-uns des facteurs clés sur un plan cynégétique pour tenter de dynamiser ces noyaux de population naturelle. L'indice d'abondance de lièvres, calculé à partir des résultats de comptage rendus par les chasseurs, demeure stable et faible. Il est en moyenne de 0,3 lièvres au kilomètre, avec des résultats très variables selon les territoires et les efforts de gestion accomplis par les chasseurs. Un indice d'abondance de 1,5 lièvres au kilomètre sur Monin et Luc de Béarn a été par exemple noté. En 2014, 513 prélèvements de lièvres ont été autorisés pour les territoires qui sont demandeurs d'un plan de chasse lièvre. Ces prélèvements autorisés sont en augmentation chaque année. 340 animaux prélevés nous ont été déclarés par ces mêmes territoires la saison de chasse précédente. Comme vous pouvez le constater, les prélèvements sont volontairement inférieurs aux attributions et sont compris dans une fourchette allant de 55 à 79% selon les secteurs. Les dégâts de grand gibier sont en baisse après 2 années difficiles. 66 hectares de surface détruite en céréales, 20 hectares en prairies. Nous remercions les équipes de chasseurs pour leur investissement sur le terrain. Nous pouvons citer à titre d'exemple quelques tableaux de chasse exemplaires. La société intercommunale du Vic-Bilh avec 152 sangliers tués. L'AIC de l'Ourceau à Orthez avec 90 sangliers tués. L'ACA de Bordes avec 75 sangliers prélevés ou encore la société de chasse de Monin avec 140 chevreuils tués. Car une fois chassés et tués, n'oublions pas ensuite tout le travail d'éviscération et le traitement de la venaison après la partie de chasse. Un seul bémol, les quelques dossiers de dégâts sur ville que nous avons tous dû indemniser, ce qui est très rare. Car les conditions estivales chaudes et sèches de 2014 ont limité les récoltes de raisins. Les rendements objectifs n'ont pas pu être atteints par les viticulteurs, ce qui nous a conduit à indemniser environ 35 000 € de dégâts sur vignes et également sur piment, des dégâts occasionnés par le chevreuil. Nous ne devons pas baisser les bras, surtout le travail de prévention et de protection majeur vis-à-vis de ce type de culture. A souligner la mission importante des lieutenants de louveterie pour réguler le ou les chevreuils responsables de ces dégâts lors du développement de la végétation, c'est-à-dire lorsque les beaux jours reviennent. Au 1er mars 2015 sont inscrits au tableau de chasse grand gibier de notre département plus de 3100 sangliers et plus de 7300 chevreuils. La surveillance sanitaire des sangliers et des blaireaux prélevés à la chasse ou en destruction s'est poursuivie activement, avec cependant de nouveaux foyers de tuberculose bovine en 2015 sur Luc de Béarn, Biel-Ségur et Argé, plus 10 autres pour lesquels la signature des arrêtés portant déclaration d'infection est imminente. Ceci portera à plus de 85 le nombre de foyers découverts depuis 5 ans. Au 1er janvier 2015,
287 blaireaux ont été prélevés sur notre département. Après analyse des 450 blaireaux en provenance des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, 11 ont été confirmés positifs. La campagne de dépistage sur sanglier n'est encore que très peu avancée. Seuls 34 sangliers fin janvier ont été apportés sur 180 analyses programmées, avec un résultat positif sur la commune de Danguin. Un groupe de travail composé de chasseurs, de piégeurs agriculteurs de la DDTM a également fait des propositions au ministère afin de reconduire le classement nuisible du renard, de la fouine, de la martre, de la corneille, de la pie, de l'étourneau pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Mais que le temps passe vite quand on doit remplir des dossiers aussi alambiqués pour être autorisé à faire de la régulation pourtant indispensable sur le terrain. Une information de dernière minute. Nous venons d'apprendre que le ministère vient de changer les règles du jeu avant le passage en commission nationale le 2 avril. Nous perdrions le classement nuisible de la martre sur la plaine et le Piémont, excepté quelques communes du massif montagnard. Alors que se passerait-il si nous ne prélevions pas les 34 200 renards, ragondins, corneilles, pies, fouines, martres capturés à tir ou par piégeage la saison écoulée? Mais beaucoup plus pour être évité si des contraintes réglementaires telles que les distances vis-à-vis des cours d'eau à respecter, ou bien l'obligation des trappes à vison ouvertes dans les cages pièges, ou bien encore l'obligation de déclarer des postes fixes à chaque parcelle attaquée, ne nous étaient imposées. Nous éviterions peut-être quelques dizaines de milliers d'euros de dégâts aux cultures et aux élevages, car pour mémoire, 421 000 euros de dégâts ont été déclarés par des propriétaires et par des exploitants agricoles cette saison, et en ne dénombrant comme d'habitude que ce qui est déclaré, sachant qu'aucune indemnisation n'intervient ensuite. Vous vous souvenez de la capture des isards en zone ASP du Parc national des Pyrénées lors de l'hiver 2014 ? Pour en lâcher sur la commune de Maindives, dans le massif des Escaliers, une première opération qui fut couronnée de succès puisque ces animaux relâchés se sont bien adaptés à Irati. Nous avons pu constater des naissances grâce à l'équipement en émetteur de ces animaux lors de leur capture et au suivi hebdomadaire que nous faisons, chasseurs et services techniques. Nous nous étions engagés à poursuivre la seconde tranche de capture cet hiver 2015 en zone chassable dans le massif de Jaou. Vaste massif ouvert qui va de Louis-Jusant jusqu'à Ferrières dans les Hautes-Pyrénées. Nos efforts n'ont pas été cette fois-ci récompensés à la hauteur de notre engagement. Pas de neige d'abord en décembre et en janvier dans les falaises occupées par les isards à proximité des zones équipées de pièges, à lasser et à fourrager. Mais nous avons néanmoins réussi à capturer des brebis vivant à l'état sauvage et à les restituer à leurs propriétaires. Ce fut un exercice encore plus croustillant qu'une opération de capture d'isards. Une neige très importante en février a rendu l'accès impossible à la zone de capture par la piste de 8 km. Alors, une dernière tentative fut réalisée à la mi-mars, d'abord avec un chien capturé et ensuite 2 isards en même temps. Mais l'un d'eux a réussi à se décrocher, le second a bien rejoint ses congénères au massif de l'Escalier à Maindives. Des difficultés conjuguées se sont ajoutées à cela, zone chassable, basse altitude, territoire vaste et ouvert, accès compliqué. Tout cela va nous conduire à revenir vraisemblablement vers le parc national pour terminer cette seconde tranche de capture l'hiver prochain. Si nous faisons un rapide retour sur la saison écoulée, les grandes tendances pour les populations d'isards sont constantes. Une population globalement en augmentation avec 5220 isards dénombrés lors des comptages. Les comptages flash organisés par les chasseurs sont désormais validés et confortés UG par les survols aériens expérimentés depuis 2 années par la Fédération des chasseurs afin de permettre, comme vous pouvez le constater, une finesse, une précision des résultats. Les attributions d'isards à la chasse sont restées également constantes par rapport à la saison 2013. 596 prélèvements autorisés, des réalisations de 512, soit 86% du plan de chasse isard. La bécasse a suscité de nombreuses interrogations cet hiver après une saison exceptionnelle, l'hiver 2013, où environ 23 000 oiseaux ont été tués, comparé à 17 000 l'année précédente. Souvenons-nous que les températures froides du nord de la France avaient conduit alors des oiseaux à hiverner chez nous, ceci expliquant cela. L'hiver 2014 a été plutôt morose à la chasse, tout comme en bagages. En considérant un nombre de sorties nocturnes de bagages équivalentes, nous avons rencontré 50% d'oiseaux en moins
alors qu'habituellement nous en baguons environ 300 par saison. Alors que l'indice d'abondance nocturne calculé à partir des contacts lors des bagages est plus fort dans le nord et l'est de la France, en Centre-Île-de-France et en Bretagne, puisqu'il est même supérieur à la moyenne des 10 dernières années, dans le grand quart sud-ouest et le sud de la France, ces indices sont plus faibles, avec un faible pourcentage de jeunes. Nous avons décidé de 4 réunions d'information à Pau, Oloron, Saint-Palais, Cambo, afin de sensibiliser les chasseurs aux mœurs très particuliers de ces oiseaux migrateurs bagués, quasiment sédentaires en hivernage et revenant d'une année sur l'autre hiverner dans les mêmes zones, voire les mêmes parcelles. Il en est ainsi d'une bécasse baguée à Escule et reprise par nos bagueurs sur la même commune plusieurs années après. Nous n'escomptions pas un aussi bon accueil lorsque nous avons proposé une charte de bonne pratique pour les chasseurs de palombes lors de notre dernière assemblée générale. Du bon sens, du plomb numéro 6 maximum, des tirs à courte distance, maximum 40 mètres, constitue l'essentiel des messages qui ont été relayés à chaque chasseur lorsqu'il a pris sa validation pour cette année. La palombe, elle aussi, nous interpelle chaque année par son comportement différent. 1 427 575 oiseaux dénombrés sur les 4 postes de comptage en migration, 104 000 oiseaux comptés approximativement en retour entre le 15 octobre et le 11 novembre 2014, majoritairement les 23, 24, 26, 27 octobre, ce qui donne 72% de la migration en 4 journées. Et lors des comptages habituels dans les zones de réserve pendant l'hivernage en décembre et en janvier, seulement 196 239 oiseaux en décembre et 86 044 oiseaux en janvier, ce qui donne un total de 282 300 palombes contre 398 150 la précédente saison. Ce qui représente, vous l'avez calculé, 100 000 oiseaux de moins. Posons-nous la question, quelle a été la tendance observée chez nos voisins? L'hivernage devrait malgré tout avoisiner le million d'oiseaux dans le sud-ouest. Mais la saison est atypique. Les oiseaux ont beaucoup bougé. Habituellement, les palombes se concentrent aux limites des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, des Hautes-Pyrénées. Avec la présence abondante de glands en forêt, les palombes sont remontées cette année vers le Lot-et-Garonne et la Dordogne. A noter que la palombe, conformément aux données recueillies par l'Observatoire national scientifique, a été présente de façon exceptionnelle sur le littoral méditerranéen durant quelques journées d'octobre grâce à des conditions météorologiques favorables. Quelles sont les raisons de ces migrations atypiques? Les températures, la modification des pratiques agricoles, nos pratiques de chasse. Toujours selon les données de l'Observatoire national, la migration d'alouettes a été soutenue en octobre, mais les observations se sont maintenues à un bon niveau au mois de novembre, mais également au mois de décembre, où l'indice était également bon, des tendances qui ne se sont pas vérifiées sur notre département. Associé au programme scientifique conduit chaque année par le département des Landes, 1298 alouettes ont été baguées cette saison. Une saison de bagage un peu moins exceptionnelle qu'en 2013, avec 1400 oiseaux bagués alors. Mais néanmoins, une bonne saison de bagage. 706 l'ont été à Saint-Martin-de-Seignances, sur le poste où se trouvait notre service technique. Pour tenter d'impulser une dynamique plus favorable pour le petit gibier, nous parlons du lapin, du lièvre et du faisan, la commission technique de la fédération a incité ses présidents à vulgariser des couverts sur le terrain favorable à la petite faune sauvage. Car nos expérimentations passées menées sur le faisan ont démontré que ces oiseaux territoriaux étaient capables de se disperser jusqu'à 20 km au-delà des parcs où ils avaient été introduits pour chercher leur nourriture dans des milieux plus favorables. Nous avons ainsi financé une trentaine d'hectares de cultures diversifiées, prélude à la diversification obligatoire des cultures imposée par la nouvelle PAC aux agriculteurs. Nous accompagnerons également le maintien sur pied de quelques récoltes de céréales à paille jusqu'au prochain semis pour produire du gîte et de la nourriture pendant cette période d'interculture. Nous avons vécu des moments forts qui nous ont permis de communiquer sur notre identité et nos valeurs lors des manifestations suivantes. Le dimanche à la chasse, c'était le 19 octobre 2014, pour la deuxième année consécutive. Des chasseurs ont accueilli des non-chasseurs pour une partie de chasse et de comptage. Alors, nous avons rencontré des difficultés cette année, car les territoires de chasse accueillants et volontaires n'étaient pas en nombre suffisant pour accueillir nos invités plus nombreux que la précédente édition, ce dont il faut nous réjouir. Si nous nous inscrivons pour la 3e édition en 2015,
il faudra que nous mobilisions davantage pour faire partager ce loisir nature et ces moments de convivialité tant appréciés. Autre satisfaction, la participation au championnat du monde de Garbure à Oloron-Sainte-Marie, où nous étions sollicités depuis plusieurs années. Alors, nous n'avons pas hélas remporté de prix avec la Garbure préparée par nos soins, mais nous avons créé l'animation de cette journée avec notre centre transformé pour une journée en palombière grandeur nature et avec les bonnes odeurs de sanglier cuit à la plancha qui ont attiré bon nombre de visiteurs à l'heure du déjeuner. Merci à nos cuisiniers amateurs responsables bénévoles de la Société intercommunale de perdrix de Garros qui sont devenus des spécialistes en la matière. Une autre manière de nous faire connaître et apprécier, tout comme lors de notre participation à la foire de Bordeaux au mois de mai dernier. Des bénévoles de très longue date nous ont quittés en matière de formation du permis de chasse. Un grand merci à M. Prédommage de Salis de Béarn en particulier qui pendant toutes ces années, chaque mois, est venu donner de son temps pour former de nouveaux chasseurs. Mais de nouveau, nous ont rejoints messieurs Fayet, Istilard, Escos et Joly pour un bilan toujours globalement satisfaisant avec 444 nouveaux candidats inscrits, dont 402 présents en formation qui ont passé l'examen et un taux de réussite à l'examen qui approche les 80% pour la mise en œuvre de la première année de l'examen unique du permis de chasser. Il faut comparer cela aux 70,6% du plan national, ce qui nous place au-dessus de la moyenne. Merci aux formateurs bénévoles et professionnels. Autre élément majeur à souligner, une adaptation très réussie du monde de la chasse aux nouvelles technologies et à l'ère du numérique. De plus en plus de chasseurs valident eux-mêmes leur permis sur Internet. Au 30 juin 2014, nous comptions 19 585 équivalents cotisations à 73 €. Au 1er mars 2015, 19 186 équivalents cotisations à 74 € étaient dénombrés, soit 399 en moins. Près de 8000 chasseurs ont commandé leur permis sur Internet et plus de 4000 d'entre eux se le sont imprimés eux-mêmes. Une centaine de présidents ont saisi directement leur prélèvement à la chasse sur l'espace adhérent de notre site Internet. Ce sont des gains à la fois de temps et d'affranchissement postal, une connaissance instantanée des prélèvements de sangliers, chevreuils, cerfs et isards. Bref, il faut que nous arrivions à identifier un internaute dans chaque société de chasse afin de vulgariser cette méthode de retour de prélèvement. Une fréquentation importante de notre site Internet, avec 45 000 contacts sur l'année 2014, est à souligner. Nous sommes ainsi dans le top 3 des fréquentations des sites Internet chez notre hébergeur. En 2015, nous allons nous attacher à la refonte de ce site Internet pour que vous puissiez, entre autres, saisir directement tous les formulaires mis à votre disposition en ligne et pour que vous puissiez également lire directement en format numérique à partir de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone la newsletter que nous imprimons ou bien la lettre d'information fédérale qui s'est substituée au journal basco-béarnais. Nous n'oublions pas l'essentiel dans notre loisir qui est la sécurité du chasseur et du non-chasseur. Quelques accidents, infimes mais toujours regrettables, en battue ou en palombière, sont survenus cette année. L'application des mesures de sécurité reprises obligatoirement dans le schéma départemental de gestion, pas toujours bien comprises, mais très contrôlées par les inspecteurs de l'environnement, ont été au cœur de la réunion sur la sécurité que nous avons tenue à Salis. C'était le 23 septembre dernier. Depuis, des sociétés ont organisé avec leurs chasseurs des réunions dans leur commune sur l'application très concrète de ces règles de sécurité. Nos services restent à votre disposition et à la disposition de tous les présidents pour organiser, voire simuler avec des chasseurs des organisations de chasse en battue. N'hésitez pas, inscrivez-vous. Le 19 septembre, l'association des piégeurs fêtait son 20e anniversaire à Salis de Béarn. Une vidéo pour tout savoir sur les techniques efficaces de piégeage du renard a été conçue par nos services. Elle est disponible à la Fédération des chasseurs. N'hésitez pas à nous la demander. Un tracteur télécommandé à distance par un entrepreneur spécialisé dans les chantiers d'altitude et à forte pente était à l'œuvre sur la commune de la Reims du 16 août au 15 octobre 2014. Il s'agit d'une technique tout à fait nouvelle, explorée par les chasseurs grâce à des fonds publics, afin d'ouvrir les milieux fermés autrefois entretenus par les animaux, vaches et brebis, et fréquentés par les grands tétras et perdrix grises. Mais le pastoralisme pourra-t-il prendre le relais afin que ces milieux continuent à être appréciés par ces espèces emblématiques de notre milieu montagnard ? Des contacts ont été noués avec la mairie et les éleveurs de la Reims
sans retour malheureusement pour le moment. La migration 2014 a peut-être aussi amené son lot de moins bonnes nouvelles, puisque nous apprenions que le 4 novembre, un cas d'influenza aviaire hautement pathogène, le type H5N8, était déclaré dans un élevage de dinde en Allemagne, puis ensuite un second foyer aux Pays-Bas dans un élevage de poules pondeuses, puis un troisième foyer au Royaume-Uni dans un élevage de canards. Des animaux qui ont tous été abattus. Il faut attendre les résultats des enquêtes épidémiologiques visant à expliquer la survenance de ces foyers. Il existe pour l'instant une certaine probabilité pour que ces virus soient transmis par l'avifaune migratrice. Des virus responsables du foyer allemand présentent en grande proximité génétique avec des virus hautement pathogènes détectés sur les canards en Corée en 2014. Nous mettions aussitôt à jour notre fichier de détenteur d'appelants pour la chasse du gibier d'eau et nous informions les chasseurs des mesures élémentaires de biosécurité qu'il convenait de respecter. Une réflexion est en cours avec la communauté des communes de Lac Orthez, gestionnaire de la base de loisirs à Orthez, afin d'étudier comment sécuriser au mieux les installations du permis de chasse à Biron et les installations de la base de loisirs face à des inondations qui se sont répétées à partir des débordements du Gave de Pau. Pour clôturer ce rapport, un grand merci à tous les présidents, bénévoles, professionnels qui nous ont encore accompagnés cette saison, qui participent à la vie fédérale, qui animent leur société communale. Un grand merci à toutes les équipes qui s'investissent sur le terrain, dans la régulation, dans les aménagements, dans les comptages, les bagages ou bien les captures, même si la chasse, vous le savez, n'est pas un long fleuve tranquille.